ravie de vous voir aussi nombreux. Et donc, comme vous le savez, la compétition approche. Les jours J, c'est le 7 et le 8, et puis évidemment le 9 décembre, le jour où vous allez apprendre les résultats de vos prestations. Comme vous le savez bien, nous avons voulu vous accompagner pendant ces Olympiades par différents ateliers que vous avez pu suivre, qui étaient animés par le Bureau international jeunesse et qui visaient à vous permettre d'échanger, de réfléchir sur les thématiques. Et aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur d'accueillir Dominique Chimbakala, présentatrice très célèbre, journaliste de TV5 Monde, qui est notre partenaire également pour ces Olympiades internationales de langue française. Et l'objectif du webinaire d'aujourd'hui est d'avoir le regard d'un professionnel, d'une personnalité de la télévision qui vous accompagnera par des conseils très précis sur votre prestation orale, la simulation de débats télévisés lorsque vous allez donc être par équipe nationale et donc elle va vous parler de la prise de parole en public, du comportement sur un plateau télévisé, et puis également comment animer et participer à un débat. Donc, toutes ces techniques qui sont son quotidien et vous allez pouvoir évidemment lui poser des questions et l'objectif est d'être mieux outillé pour votre présentation lors de l'épreuve orale. Nous sommes ravis d'avoir TV5 Monde avec nous. Vous le savez que TV5 Monde est un opérateur spécialisé de la francophonie et qui collabore très étroitement avec l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de différents événements. Et nous allons par la suite prévoir également d'autres reportages sur cette première édition en ligne des Olympiades. Donc voilà, merci encore Dominique d'être avec nous. Est-ce qu'on attend encore ou on vous passe déjà la parole? Alors, il est déjà 9h06, on a quand même pas mal de personnes qui sont avec nous. Peut-être, qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Est-ce qu'on attend encore un petit peu, de sorte que les gens aient un petit peu le temps d'arriver? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui arrivent? On peut commencer. Je vois Rémi qui nous a quittés. Elle va peut-être revenir. Donc, je pense qu'on peut commencer. Peut-être, je vais juste, avant que vous puissiez commencer, faire un petit rappel technique, enfin, ou des précisions techniques pour le public. Merci d'être là encore une fois. Merci à vous, chers lycéens, chers candidats aux Olympiades, d'être là ce matin. Vous connaissez déjà les fonctionnalités de la plateforme puisque vous avez travaillé en atelier depuis le 8 novembre. Ici, c'est la première fois que nous sommes dans l'auditorium et c'est effectivement l'endroit où va se dérouler les épreuves collectives, où vous aurez l'opportunité de présenter vos débats télévisés, vos prestations devant un public, mais devant le jury aussi. Et donc, c'était aussi pour vous mettre en condition un petit peu, mais cette fois-ci en tant que public. Et techniquement, donc, bien sûr, il y aura Dominique Chimbakala vous parlera. On aura quelques petites vidéos, hein, donc il y a le grand écran que vous connaissez, c'est la même fonction que dans les ateliers. Vous pouvez le voir de loin, mais vous pouvez cliquer dessus pour le voir en plein écran. Et vous avez la fonction de chat, le fil de discussion, la conversation de l'auditorium, où vous pouvez intervenir et poser des questions. N'hésitez pas, surtout pas, à poser des questions également pour que notre intervenante puisse vous répondre.
Et également, nous avons la possibilité, on le verra, on essaiera cette fonctionnalité à la fin plutôt vers la fin de l'intervention, où Madame Chimbakala pourra demander à certains d'entre vous qui le souhaiteront de monter sur scène afin de prendre la parole. Donc, si je me trompe pas, Dominique. Donc voilà. Et vous avez bien sûr la fonction toujours. Vous avez les emojis que vous connaissez. Voilà, vous pouvez applaudir. Voilà, comme je le fais maintenant, ou vous exprimez votre satisfaction ou tout simplement sourire. Voilà. Merci, merci encore. Et puis donc je vais laisser la parole à Dominique Chimbakala, que je remercie encore d'avoir accepté ce challenge, ce défi aussi technologique et virtuel ce matin. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Voilà, alors je vais me présenter rapidement avant qu'on passe au vif du sujet. Donc, je m'appelle Dominique Chimbakala, je suis journaliste depuis un peu plus de 20 ans. Je présente le journal Afrique de TV5 Monde, qui est une chaîne généraliste internationale francophone que vous connaissez bien si vous habitez à l'étranger surtout. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la prise de parole en public. Alors, c'est ce qu'on va travailler ensemble puisque vous préparez tous les Olympiades. Alors, vous le savez, il y a des métiers qui sont fondés sur la capacité à s'exprimer en public, à prendre la parole pour exprimer des idées, faire passer des messages, convaincre, persuader. C'est le cas bien sûr des avocats, des journalistes, des enseignants, des comédiens et bien sûr des chanteurs, puisque eux aussi se servent de leur voix. Alors, les premiers sont les spécialistes de ce qu'on appelle l'art oratoire. On va en parler. Les derniers sont reconnus comme des spécialistes de la voix. Ils se servent de cet instrument pour faire passer une couleur, une chaleur, des émotions, quoi. On va aussi y revenir. Donc, on a passé 1h30 ensemble. On va la scinder en plusieurs parties. Emmanuel, je vous laisse mettre votre micro sur mute. On vous entend encore. Emmanuel, je vous laisse mettre votre micro sur mute. Alors voilà, on va revenir aux fondamentaux de la prise de parole en public. C'est ce que les auteurs anciens appelaient la rhétorique et c'est ce qu'ils maîtrisaient à la perfection. Donc, on va regarder ensemble ce qu'ils nous ont transmis. Peut-être juste un premier point, quand on prend la parole en public, c'est souvent qu'on veut convaincre ou persuader, ou en tout cas faire passer un message. Donc, quels sont les piliers de la persuasion? On va s'intéresser à ça. On va aussi s'intéresser au fonctionnement de la voix, parce que c'est avec la voix que vous allez transmettre ce que vous avez à transmettre, des messages, mais beaucoup plus qu'un message. Et on va s'intéresser donc à la voix, à la respiration, à la posture, parce que tout ça va ensemble. Et puis une fois qu'on va voir tout ça, on va voir concrètement comment est-ce qu'on construit une prise de parole, comment on construit un débat télévisé, l'importance de savoir qu'il faut absolument parler aux gens, s'adresser à quelqu'un, raconter une histoire, importance aussi de savoir introduire et conclure son propos, et puis aussi, évidemment, mais je le dis parce qu'on n'y pense pas toujours, développer son propre style. C'est ça qui va faire qu'on va retenir ce que vous dites, pas seulement parce que vous avez dit des choses qui sont très bien articulées, mais c'est la façon dont vous avez dit les choses qui sera retenue. Et puis ensuite, j'aimerais bien qu'on fasse une petite mise en situation. On a quelques sujets qui ont été donnés les années précédentes. Donc moi, j'aurais besoin de 2 ou 3 volontaires pour essayer des petites choses, puisque vous êtes dans des équipes. Il y aura, j'imagine, dans votre équipe un intervieweur. Bon, c'est sans doute celui qui va introduire et conclure le propos. Ou bien alors peut-être que vous allez prendre la parole à tour de rôle, comme on fait un petit peu dans un exposé. Voilà, quoi qu'il en soit, il faudra faire le point sur ce que vous maîtrisez le mieux. Et il faudra le faire sur des points que vous maîtrisez le mieux et avec votre propre style. Il faudra faire attention aux facilités du type argument d'autorité, on va y revenir, il ne faudra pas en abuser. Il faudra aussi penser aux chiffres, aux images, voilà, on parlera de tout ça. Je vous donnerai quelques petits conseils,
sur comment gérer le trac, quand on bafouille, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce qu'il faut lire, est-ce qu'il faut pas lire, etc. Et puis, on prendra bien sûr du temps pour les questions-réponses, parce que je suis sûre et j'espère que vous en avez déjà. Alors, est-ce qu'on a déjà quelques questions? Non. Alors, ça veut dire que je peux continuer. Je vais continuer. Voilà. Donc, peut-être d'abord, dans un premier temps, revenir aux fondamentaux. Je voudrais bien qu'on parle d'un auteur, un philosophe grec, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ et qui s'appelle Aristote, que vous connaissez sans doute. C'est sans doute, s'il y a un seul auteur à retenir sur la prise de parole en public, moi je retiendrai Aristote, même s'il y a eu beaucoup de grands orateurs dans l'Antiquité grecque et romaine, hein, Cicéron, Démosthène. Aristote, lui, a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ et il a théorisé les 3 piliers de la persuasion, le logos, l'éthos et le pathos. Alors qu'est-ce que c'est? Le logos en grec, ça veut dire le discours. Donc c'est le discours, le raisonnement logique. L'éthos, c'est le caractère d'une personne. En clair, c'est sa personnalité morale. Donc il ne suffit pas qu'un discours soit logique. Il faut aussi qu'il soit crédible. Et ce qui va crédibiliser un discours, c'est la personnalité qui porte ce discours, le caractère qui porte ce discours. On peut dire peut-être en quelques mots, finalement, c'est votre style qui va crédibiliser ou non votre propos, ce que vous mettez dans votre propos, mais dans le style. Et puis, il y a aussi le pathos. Le pathos, c'est la souffrance, l'expérience. En fait, c'est la capacité à émouvoir son auditoire, à lui transmettre des émotions. Et c'est la combinaison de ces 3 piliers qui va rendre votre présentation convaincante. Donc, si vous prenez la parole uniquement pour faire passer un message informatif, vous pouvez donner un document à lire à votre auditoire, ce sera pareil. Il ne s'agit pas seulement de faire passer des informations, il s'agit aussi de faire passer des émotions et de faire passer un style. Et c'est vraiment la combinaison de ces 3 qui va faire que votre public, votre interlocuteur, retiendra ce que vous avez dit. On va regarder, si vous voulez bien, une courte vidéo d'une dame qui était une ancienne journaliste, qui s'appelle Béatrice Toulon, qui a maintenant créé un cabinet de conseil en art oratoire. Elle a une chaîne YouTube, d'ailleurs, issue cette vidéo, et sa chaîne YouTube s'appelle justement Aristote et moi. Et on va revenir avec elle sur les 3 piliers de la persuasion. Peut-être, Christophe, je vous laisse lancer la vidéo. Voilà, je lance tout de suite. Quand on prend la parole en public, c'est en général pour convaincre, ou plutôt pour persuader. Persuader, c'est se faire comprendre, c'est être cru et c'est donner envie de vous suivre. Eh bien, il y a 2500 ans, un philosophe grec, Aristote, a identifié les 3 grands registres dans lesquels nous puisons notre puissance persuasive. D'abord, il y a le logos. Le logos, c'est la parole en grec. C'est le raisonnement, la logique. Le logos s'appuie sur les faits, les chiffres, les exemples. Le logos, c'est fondamental, surtout dans la culture occidentale. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi de l'éthos. L'éthos, c'est la personne en grec. C'est ce qui suscite le respect et la confiance. Ce qui nourrit l'éthos, c'est la force de votre affirmation. C'est l'engagement que vous exprimez et c'est le rappel des valeurs sur lesquelles vous vous appuyez. L'éthos, c'est aussi les références, les arguments d'autorité. Je cite De Gaulle et je me hisse à la hauteur de De Gaulle. L'éthos est probablement le registre qui manque le plus aujourd'hui dans une société de crise de confiance. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Pour être persuasif, il faut en outre exprimer du pathos, ou plutôt
activer le pathos de son assistance. Le pathos en grec, c'est les émotions. Sans émotion, pas de mobilisation. Comment activer le pathos? C'est faire pleurer, faire rire, une petite blague. Hein. J'ai dit une blague aux Parisiens, ils n'ont pas ri. Bon, d'accord. Ça peut être faire un petit récit personnel. Le pathos, c'est créer le lien. Le pathos n'a pas bonne réputation aujourd'hui, c'est une erreur, car aucune persuasion sans émotion. Mais aucun de ces trois piliers ne se suffit à lui seul. Dans toute prise de parole, quelle qu'elle soit, un dialogue, un discours, une présentation, un débat, vous devez activer à la fois du logos, de l'éthos et du pathos. Et vous verrez très vite le résultat. Voilà, Dominique. Voilà, donc vous avez entendu ethos, logos, pathos, logos plutôt ethos, pathos. C'est vraiment les trois piliers de la persuasion. Si vous voulez être entendu et surtout être retenu, il faut activer les trois. Alors, dans un deuxième temps, on verra concrètement comment faire pour mettre du logos, de l'éthos et du pathos dans votre travail. Mais on va d'abord, avant de passer aux ateliers pratiques, si je puis dire, on va d'abord s'intéresser à l'instrument que vous allez utiliser pour défendre vos idées. Cet instrument, c'est votre voix. Parce que la voix, au même titre qu'un piano, une guitare ou un xylophone, c'est un instrument. Tous ces instruments que je viens de citer produisent chacun des sons différents, mais quand ils sont bien utilisés, eh bien, ils sont capables de susciter une émotion et même des émotions différentes. De même, si vous arrivez à utiliser correctement votre voix, vous arriverez également à faire passer des émotions dans votre auditoire. Mais pour bien vous servir de votre voix, évidemment, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. Alors, je suis sûre que, sauf peut-être les musiciens, sauf peut-être ceux qui ont fait de la chorale, mais très peu de gens savent exactement comment fonctionne la voix, comment fonctionne notre corps pour faire sortir la voix. Donc, on va regarder ensemble cette petite vidéo, juste pour fixer les idées, et puis on poursuit. Emmanuel, je vous laisse passer la vidéo sur le fonctionnement de la voix. Oui, tout de suite. Eh oh. Eh oh. Et oui, quand on parle ou qu'on chante, c'est qu'on a avant tout envie de communiquer. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la voix, bien sûr. Et c'est sans doute le plus mystérieux des instruments de musique, car tous les organes qui la font fonctionner sont bien cachés à l'intérieur. Allons voir de plus près comment ça marche. Comme tous les autres instruments, pour produire un son, notre corps a besoin de 3 éléments. Un moteur, un vibrateur et une caisse de résonance. Le moteur, c'est le souffle. C'est l'air qui circule dans notre corps grâce aux poumons, au diaphragme et à de nombreux autres muscles. Cet air vient faire vibrer le larynx, notre boîte à musique. Il est suspendu dans le cou et sa petite bouche émet ce qu'on appelle le son source. Il lui faut enfin une caisse de résonance, on l'appelle le tractus vocal. C'est en réalité toute cette zone comprise entre le larynx et les lèvres. On y trouve la gorge, la bouche et pour certains sons, le nez. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment le développe-t-on, notre chant? D'abord, on réfléchit à nos intentions. Quelles émotions veut-on partager et comment va-t-on conduire la ligne vocale? On doit par exemple régler le volume du chant et l'intensité émotionnelle. C'est pour cette raison qu'il est très important d'enrichir notre catalogue de sons, d'être capable d'en imaginer une multitude. Plus vous écoutez d'autres gens chanter, mieux vous saurez ce que vous aimez, ou non. L'interprétation, c'est un aspect central du travail de la voix, car quand c'est à nous de chanter, pas de place à l'hésitation. On l'a vu, tout le corps participe au chant, c'est pour ça qu'il faut bien travailler sa posture. L'idéal est de sentir que nos os nous soutiennent grâce au travail des muscles profonds. Soyez à l'écoute de votre corps. Si la mâchoire, la bouche et la langue sont souples,
alors la respiration sera libre. D'ailleurs, la respiration. Comment chanter sans doser son souffle? Attention au surmenage si le larynx reçoit trop d'air. On doit utiliser juste ce qu'il faut pour obtenir la bonne hauteur de note, mais aussi la bonne intensité. Et puis certaines phrases musicales sont très longues. Il faut donc s'organiser pour ne pas finir à bout de souffle. On peut enfin travailler la résonance du son source. Tout se passe au niveau du tractus vocal. Quand on modifie sa forme, on vient sculpter le son et lui donner la forme qui correspond à nos intentions de chant. On va par exemple trouver la bonne définition des voyelles et des consonnes, trouver les bons équilibres pour rendre la voix homogène et donner une belle couleur à notre chant. Alors voilà, quand on chante, il se produit sans cesse cette réaction en chaîne qui peut paraître complexe. Mais rassurez-vous, le désir et le plaisir de chanter rendent tout cela vraiment très simple. Voilà, voilà. Merci à Radio France pour cette petite vidéo très claire sur le fonctionnement de la voix. Alors, si je vous ai montré ça, c'est évidemment pas parce que vous allez chanter, mais c'est tout simplement parce que ce soit pour du chant ou pour une voix parlée, c'est votre instrument. C'est votre instrument. Il faut absolument que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne pour comprendre qu'il faut respirer, bien ouvrir la bouche. Souvent, quand on vous dit, quand vos enseignants vous disent articuler ou quand vos parents vous disent articuler, c'est aussi pour bien faire sortir votre voix. On ne vous le dit pas assez, mais moi je vous dirais aussi, et c'est ce qu'on nous dit, par exemple à nous, quand nous sommes en école de journalisme, respirez, notamment quand vous avez un petit peu le trac, respirez avec votre ventre, parce que vous l'avez vu, c'est la respiration qui permet de faire monter l'air et descendre l'air. Donc, respirez avec le ventre pour contrôler le flux d'air, pour vous apaiser également, notamment quand vous avez le trac. Prenez le temps de faire des pauses, parce que quand on parle, et vous l'entendez sans doute quand je vous parle, je pourrais parler très vite comme ça, et puis je partirais comme ça à 100 à l'heure, comme si j'avais un TGV à prendre. Non, souvent, quand vous faites des exposés ou quand vous vous exprimez, parce que vous êtes stressé, vous allez parler très vite. Il faut absolument vous souvenir de faire baisser le rythme. Faire baisser le rythme, ça veut dire aussi, à certains moments, faire des pauses. Parce que quand vous faites des pauses, eh bien, on prête davantage attention aux mots que vous utilisez et à ce que vous voulez dire. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que quand vous allez faire votre prestation au cours des Olympiades, prendre la parole en public dans une autre situation, il y aura certains points que vous souhaiterez mettre en valeur. Vous pourrez le faire avec des pauses. Voilà, c'est un petit instrument que vous pouvez utiliser et ça vous permet aussi de respirer, etc. Bon. En tout cas, chaque mot doit être prononcé en pleine conscience. Pour parler un petit peu comme les professeurs de développement personnel qu'on entend beaucoup aujourd'hui, chaque mot doit être prononcé en pleine conscience. Et ce qui est très important aussi, évidemment, c'est la posture, c'est la façon dont vous vous tenez. Vous l'avez vu dans la vidéo. Si vous êtes courbé, que vous avez le dos baissé, votre voix aura plus de mal à sortir. Si vous vous redressez, automatiquement, le souffle va passer. Alors, j'ai encore une petite vidéo assez courte à vous montrer, mais j'aimerais que vous la regardiez avec attention et qu'ensuite, peut-être, vous serviez du chat pour me dire ce que vous en avez pensé. Ce sont deux comédiens qui sont en doublage. Vous allez les regarder, ce sont des comédiens ce sont les voix françaises des Simpsons. Regardez-les, regardez leur comportement, leur posture et s'il vous plaît, faites-moi quelques petites observations dans le chat pour me dire ce que vous en avez vu, ce que vous pouvez en retenir d'intéressant et on en discutera ensemble. Emmanuel, je vous laisse passer la 3e vidéo. C'est parti. Homer
Ma Bibi, je sais que t'as eu des semaines difficiles, mais j'ai réservé une nuit pour ce samedi dans un hôtel très romantique. Vue sur jardin. Vue sur l'océan obstrué. Oh. Bon alors, j'ai fait 100 heures de boulot cette semaine, mais j'ai piqué un petit roupillon au volant et maintenant il me tarde d'en profiter. Eh ben moi j'ai apporté quelques petites choses pour avoir une nuit extra spéciale. De l'huile de massage, de la lingerie de tout pour le chou-lapin et les dédicales. Celui-ci désigne l'action et celui-là parle du corps, tu vois. Se blottir, oh, avec plaisir. Je vais essayer. Lécher yeux. Attends, je réessaie. Fesser cheveux. Mais qu'est-ce que... Oh, souffler dedans. Mais c'est nul ce jeu. Oh, tu devrais me faire rouler, moi. On va être plein de courbatures de main. Bon sang, mais quand vas-tu me toucher? D'accord, embrasse-moi ma bibiche, embrasse-moi comme un crapaud dans un conte de fées. Tu le sens le gros crapaud là? Qu'est-ce que c'est? Bonne nouvelle, Homer. Nous sommes invités à la grande soirée d'Open World by Le Monde Après. Oui, nous allons à Paris. C'est une bulle de rêve. C'est une société de voltage salarial qui prône de croire dans ses rêves. En attendant le monde après, nous, on va profiter de cette belle soirée maintenant. Après, je m'occuperai de toi, Marge. C'était hier qu'il fallait t'occuper de moi. Le moment le plus intime qu'on ait eu cette semaine, c'est quand j'ai repassé tes chemises. En fait, c'était les chemises de Karl. Oh, je rêve pas à croire que tu vas encore passer un week-end avec lui. Et c'est pas par plaisir que je voulais y aller. Allez, allez! Non! Niet! Voilà, Dominique, vous pouvez reprendre la parole. Voilà. Vous avez vu, donc ce sont les deux acteurs qui doublent les Simpsons. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans leur posture, dans la façon de se mouvoir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? N'hésitez pas à vous saisir du chat pour répondre à mes questions. Alors, Elia Dantiu, ils utilisent beaucoup de gestes et des expressions faciales. Absolument. Parce que quand on fait sortir la voix, quand on parle, et c'est la même chose quand vous parlez, que vous êtes avec des amis, essayez de voir comment est-ce que vous êtes quand vous racontez une histoire à une copine ou à un copain. Vous vous agitez, votre visage bouge, vous faites des gestes, vous avez des expressions du visage. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais toutes ces expressions du visage que vous avez, toute cette façon de vous mouvoir, modifient votre voix. Leurs mouvements m'ont beaucoup plu. Vesla, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, ils parlent avec des émotions, ils réagissent avec tout leur corps et pas seulement avec leur voix. Parfait, Norine, c'est exactement ça que je voulais que vous remarquiez. Ce n'est pas seulement la bouche qui parle, c'est tout le corps qui parle. Ça veut dire qu'il faut parler avec son corps, il faut se mettre en situation. Ils bougent comme les personnages et ils essaient de performer les mêmes gestes des mains. Absolument. Et c'est comme ça qu'on arrive à traduire dans la voix les mêmes émotions. Si je suis très agitée quand je parle, même si vous ne me voyez pas, eh ben je suis sûre que vous allez entendre « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame ?» Vous voyez, là, j'étais en train de vous parler, j'étais en train de bouger les mains, les bras, je bougeais dans tous les sens, etc. Eh bien, ça change ma voix, je suis sûre que vous l'entendez. Ils mettent beaucoup d'émotions dans leurs propos, les mimiques leur permettent de bien parler, absolument. Ils souriaient tout le temps. Ah, très important le sourire. C'est très bien d'avoir remarqué ça, Boyan. Le sourire s'entend dans la voix. Si je parle de façon très sérieuse,
et que je ne souris pas, que ma mâchoire est contractée, même si vous ne me voyez pas, vous allez l'entendre. Vous allez vous dire, ouh là là, mais cette dame, elle a l'air pas drôle, elle n'a pas l'air commode. En revanche, si je souris dans ma voix, si je suis en train de vous parler avec le sourire ou presque je suis en train de rire, même si vous ne me voyez pas, vous l'entendrez. Pensez à ça quand vous parlerez, parce qu'évidemment, le public ne vous verra pas, mais il vous entendra. Et c'est très difficile de faire tricher la voix. Si vous êtes fatigué, ça s'entend dans votre voix. Si vous êtes en forme, ça s'entend. Si vous êtes triste, ça s'entend. Vous l'avez sans doute d'ailleurs déjà expérimenté quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un et que vous parlez. Si ça ne va pas, très vite, la personne va vous demander « Ouh là là, mais tu m'as l'air fatigué » ou « Est-ce que tu te sens bien ?» Parce que c'est très, très difficile de tricher avec la voix. Elle fait passer beaucoup d'émotions. Si vous en avez conscience, vous pourrez utiliser cela. Donc, prenez déjà conscience de tout ce qui peut passer à travers votre voix. Voilà, donc ils imitent les mouvements des personnages, ils imitent même leurs grimaces, ils essaient de faire passer les mêmes émotions, ils ressentent les sentiments des protagonistes. Très intéressant. Ils ressentent les sentiments parce que quand vous racontez quelque chose, que ce soit un texte de théâtre, une chanson, ou un texte ou un discours, en fait, vous n'êtes pas seulement là pour faire passer une information. Vous êtes là pour interpréter ce que vous dites. Vous allez être, au moment des Olympiades, un interprète. Il faut vraiment que vous le viviez comme ça. Donc, vous devez interpréter ce que vous dites. Si à un moment donné, vous parlez de quelque chose et vous souhaitez y mettre de l'émotion, vivez l'émotion que vous souhaitez y mettre et elle passera. Donc voilà, les autres, je vais rapidement sur les autres commentaires. Ils se mettent dans la peau du personnage pour faire preuve de véracité, comme avec les grimaces et tout le corps. Farhan, c'est absolument ça. Ils utilisent des expressions faciales, les intonations différentes selon les voix, absolument. L'intonation, très très bonne remarque, Colbot. L'intonation est très importante parce que c'est avec l'intonation que vous allez mettre en relief certains mots, certains termes, certains moments aussi de votre discours. Voilà, ils changent de position, même sans parler, ils communiquent à travers le corps, ils font beaucoup de gestes. Donc vous avez bien compris, c'est ainsi. Et avec tout ça, vous allez pouvoir faire passer des émotions et votre discours sera entendu. Parce que c'est très sympathique, hein, la réalité virtuelle. Mais vous voyez, là, je suis en train de vous parler, je ne vous vois pas, vous ne voyez pas vraiment mon visage, alors vous voyez mon avatar. Et c'est vrai que dans la vie, beaucoup de personnes sont des avatars, en réalité. Réfléchissez un petit peu à ce terme. Un avatar, c'est un personnage que vous avez créé, à qui vous allez donner quelques caractéristiques de ce que vous êtes, mais qui ne vit pas réellement. Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Ça veut dire exprimer des émotions. Ça veut dire montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a des gens qu'on rencontre tous les jours au travail, je le dis de façon un peu ironique et un peu moqueuse, parce que je suis très moqueuse. Ce sont des avatars. Vous ne les avez jamais entendus ni rire, ni se mettre en colère. Vous ne savez pas s'ils aiment le poisson ou la viande, le fromage ou le vin, s'ils aiment la pêche ou la chasse. Ils n'expriment rien. Vous ne savez rien d'eux, il n'y a aucune émotion. Ne soyez pas des avatars le jour de votre prestation. Ne soyez pas des avatars. Donnez vie à votre avatar. Et pour ça, interprétez ce que vous dites, mettez-y de ce que vous êtes et surtout, prenez du plaisir. Parce que le plaisir est contagieux et que ça va s'entendre. J'allais vous dire, ça se voit. Eh bien oui, ça se voit et ça s'entend. Donc voilà, peut-être quelques petits conseils, quelques derniers conseils pour avoir une prise de parole réussie. Il faut d'abord, première chose, comprendre, ça c'est sur les aspects techniques, hein, comprendre qui est votre public, ce qu'il attend, ce qu'il aime, ce qui l'ennuie, parce qu'évidemment, on ne parle pas de la même manière à un public d'adolescents qu'à un public d'académiciens. Donc le langage, le rythme, les références culturelles,
Tout ça doit être modulé en fonction de votre public. Deuxième point, trouver les messages clés, les messages essentiels que vous souhaitez faire passer. Normalement, ça, vous savez faire. Troisième point, et qui à mon sens est le plus important, c'est ce dont nous, journalistes ou avocats, nous servons beaucoup, raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est une histoire? C'est un récit. Il faut que vous racontiez quelque chose. Une histoire, souvent, et toujours d'ailleurs, dans la vraie vie, je suis sûre que vous avez tous lu des contes ou des fables. Dans une histoire, il y a des personnages qui incarnent cette histoire, qui incarnent des situations. Parce que sinon, ça reste concret. Donc, donnez vie aux situations dont vous parlez en les incarnant, en les incarnant par d'abord vous-même et dans votre histoire par des personnages. Racontez une anecdote. Ça marche toujours de raconter une anecdote. Si vous pouvez illustrer votre histoire aussi avec des images, des vidéos, comme je viens de le faire, si vous n'avez pas la possibilité de l'illustrer avec des images ou des vidéos, il faut que votre texte lui-même, c'est-à-dire votre discours, ce que vous racontez, il faut qu'il soit imagé. Utilisez des comparaisons. Tout ça, c'est pour avoir de la puissance évocatoire. Vous voyez, par exemple, quand vous lisez un livre, je ne sais pas quels sont vos auteurs préférés, mais il y a des auteurs qui sont, les bons auteurs d'ailleurs, c'est leur art, c'est la capacité qu'ils ont, à travers des mots qui sont couchés dans du papier, donc c'est froid un livre, hein, c'est absolument froid. Bon. Mais quand vous l'ouvrez et que vous êtes plongé dans une histoire et captivé par une histoire, vous avez le sentiment de voyager, parce il vous fait entrer l'auteur dans son univers. Vous avez l'impression d'être avec les personnages, de vivre ce qu'il est en train d'écrire. C'est un petit peu ça que vous devez faire. Ne vous contentez pas de faire passer des informations, sinon vous aurez fait perdre du temps à votre auditoire et vous-même, vous aurez perdu votre temps parce que vous ne l'aurez pas touché. Donc, touchez votre auditoire, c'est lui faire passer des émotions, c'est lui faire passer de ce que vous êtes. Si vous êtes drôle, soyez drôle. Si vous êtes caustique, ironique, moqueur, utilisez tout ça. Évidemment, soyez pertinent hein, par rapport au thème évoqué. Soyez pertinent dans vos émotions, dans les émotions utilisées. Peut-être également, autre conseil, pour résumer en quelques mots, la façon dont vous devez construire votre histoire, votre discours, votre prestation. Il faut être simple. N'essayez pas d'utiliser des mots ou des concepts trop compliqués que vous ne maîtriseriez pas. Ce n'est pas la peine. Mettez-vous à la portée de ceux qui vous écoutent. Donc, soyez simple. Et si vous utilisez des concepts, définissez-les en quelques mots pour qu'on soit bien sûr que vous les avez compris et qu'on soit bien sûr qu'on parle de la même chose, tous, et qu'on comprend bien la même chose. Deuxième point, soyez clair, absolument clair. Ça rejoint ce que je viens de dire. N'utilisez jamais un concept spécifique ou technique si vous ne le définissez pas en quelques mots. Soyez original aussi. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer avant vous, après vous, et ce que vous voulez, vous, c'est qu'on retienne ce que vous avez dit. Alors, soyez original. Essayez de penser à, tiens, comment est-ce que je vais faire passer tel mot, tel concept, telle idée de façon drôle, pertinente. Trouvez vos propres exemples. Pour être original, il faut trouver des exemples, il faut trouver des images, il faut trouver des anecdotes. C'est ça qui vous rendra original, parce que l'anecdote, l'image que vous aurez choisie sera rarement la même que celle que choisira la personne qui passera après vous. Donc, c'est ça qui vous rendra original. Et soyez impactant, comme on dit aujourd'hui dans du mauvais français, c'est-à-dire laisser une trace, une couleur, une émotion. Peut-être si je peux vous donner encore un conseil,
pour articuler votre discours, posez-vous toujours la question, posez-vous toujours ces 3 questions qui sont très importantes. Et ça va être le fil conducteur de votre histoire. Il vous faut un fil conducteur dans votre histoire. Le fil conducteur, ce sont ces 3 questions. De quoi on parle? C'est-à-dire, quel est le propos? Il faut que votre propos soit clair et bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça induit? Et ensuite, qu'est-ce que ça change? En anglais, on dirait, les Anglais, vous savez, les Britanniques, les Anglo-Saxons, ont dans le discours synthétisé ça par 3 mots. What, le pronom what, de quoi on parle, c'est quoi, de quoi on parle. So what, qu'on peut traduire par et alors, et que moi je traduis, qu'est-ce que ça induit? Et ensuite, what next? Et puis après quoi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça modifie? Voilà. Pourquoi est-ce que je vous donne ces 3 points comme fil conducteur? Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que prendre la parole en public, ce n'est pas seulement donner une information, c'est donner envie à votre public de changer quelque chose, de modifier sa compréhension d'un problème, lui donner peut-être envie de changer son comportement, en tout cas d'être transformé. Ce que vous allez leur dire, ça doit les toucher et ça doit leur donner envie de bouger. Et si vous réussissez ça, ils se souviendront de vous et ils se souviendront de votre présentation. Alors, je regarde peut-être dans le chat si nous avons quelques questions. N'hésitez pas à poser des questions, hein, que ce soit interactif, tout ça. Voilà, il y a encore quelqu'un qui ajoute qu'il doublait des gestes, des postures à propos des comédiens, des personnages. Ils arrêtaient de parler en faisant des pauses de temps en temps pour attirer de l'attention, sur le sens de ce qu'ils disaient. Absolument, c'est ce que vous ferez également. Alors, pour construire un débat télévisé, on va passer à cette partie un petit peu plus précise. Construire un débat télévisé, bon alors, d'abord évidemment, il faut que vous organisiez vos idées, que vous construisiez votre plan. Je vous ai donné quelques petites astuces, mais normalement, vous savez le faire. C'est ce que vos professeurs vous ont enseigné. Je ne vais pas revenir véritablement là-dessus, mais il faut construire un raisonnement logique, une démonstration. C'est précisément ce qu'on a appelé le logos. Mais attention, on n'est pas dans un cours de mathématiques, souvenez-vous, ça ne suffit pas. Il faut mettre de l'éthos, donc être vous-même, drôle si vous l'êtes, passionné, ironique, mais en tout cas, servez-vous de votre nature, de votre caractère, pour être crédible. On se souviendra plus de vous, de ce que vous avez fait passer comme émotion, comme idée, que de votre sujet, parce que c'est vous, le véhicule du propos que vous tenez. Vous êtes le véhicule du sujet. C'est vous qu'on voit en premier, qu'on entend en premier et qu'on retient. Donc, il faut que vous soyez vivant et authentique. Alors, vous allez me demander, mais comment faire pour être vivant et authentique, pour exprimer sa personnalité? Eh bien, on va écouter encore une fois Béatrice Toulon qui va nous le dire en 2 petites minutes. On l'écoute. Emmanuel, je vous laisse passer la 4e vidéo. Oui. C'est parti. Quand on prend la parole en public, en général, on a peur du jugement des autres, qui vous scrutent, qui vous analysent. En réalité, vous savez qui est notre véritable ennemi? L'ennui. Le cerveau humain est ainsi fait qu'il se met en mode pause dès qu'il s'ennuie. Et il s'ennuie très vite. Le seul moyen de le garder en mode veille, c'est d'être vivant. On vous écoutera que si on sent que c'est quelqu'un qui parle. Comment faire pour être vivant? Tout d'abord, donnez de la chair à votre message par du
concret et du visualisable. Voici 4 moyens parmi d'autres d'y parvenir. Remplacez les abstractions autant que possible. Exemple, préférez un Français sur 4 à 25% des Français. Enveloppez vos faits et chiffres de comparaison. Exemple, le budget du département des Hauts-de-Seine est de X centaines de millions d'euros, soit l'équivalent du budget de la Belgique. Utilisez des images, autant que possible. Déjà, Aristote disait que c'était le meilleur moyen de créer de l'impact dans son assistance. Exemple, le douanier Rousseau, c'est la rencontre entre Rembrandt et un enfant de 5 ans. Impliquez-vous aussi par des mots de la conversation ou des petits commentaires. Ça a été dur, mais on y est arrivé. Donner de la chair à son message ne suffit pas. Il faut aussi montrer l'énergie du messager ou de la messagère. La respiration. Allez chercher votre respiration dans votre corps, dans le bas des poumons. Vous remplirez votre corps de votre souffle qui, paradoxalement, vous donnera le calme, mais aussi vous rendra vibrant. On ne parle pas qu'avec sa bouche, on parle avec son corps aussi. Sachez une chose, on vous pardonnera tout, vos hésitations, vos cafouillages, vos trous de mémoire. Si on sent que 1. Vous êtes présent, 2. Vous exprimez le désir de partager vos propos. Voilà. Est-ce que vous avez quelques petits commentaires ou questions au sujet de ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez déjà quelques questions à ce sujet, peut-être si vous vous posez la question de savoir comment faire pour exprimer vos principales, voilà, vos points forts, votre nature, pour exprimer votre nature. N'hésitez pas à vous servir du chat, hein, comme ça je pourrai répondre à vos questions. Alors, le débat télévisé à proprement parler, dans le débat télévisé, vous en avez tous vu, il y a en général un présentateur, journaliste, et des interlocuteurs qui s'opposent ou qui parlent à tour de rôle. Peut-être, je ne sais pas si vous suivez tous l'actualité française en ce moment, mais on est dans une période préélectorale ou électorale, hein, puisque la campagne est déjà commencée finalement. L'élection présidentielle se déroulera au mois de mai et tous les hommes politiques sont déjà en campagne. Et il y a eu dans certains partis ce qu'on appelle les primaires où les candidats à la présidentielle s'opposent, s'affrontent et chacun doit exprimer ses idées. Donc ça peut se faire soit à tour de rôle, ça c'est en général les débats des primaires, soit ça peut se faire au cours d'un débat animé par 1 ou 2 journalistes et c'est en général le duel du 2e tour de l'élection présidentielle. Peut-être quelques points, je ne sais pas exactement dans quelle configuration vous serez pour les Olympiades, puisque vous êtes, je crois, dans les équipes, vous avez des équipes à peu près entre 3 et 5 personnes. Donc, vous allez sans doute, il y aura sans doute une personne qui va jouer le rôle de journaliste, Cette personne-là doit introduire le propos et le conclure, poser les questions, relancer également les interventions des différents interlocuteurs. En tout cas, si vous prenez la parole à tour de rôle, comme par exemple c'est le cas dans un débat pour des primaires d'un parti, il doit y avoir une continuité, puisque vous êtes dans la même équipe, hein, attention, il doit y avoir une continuité entre ce que dit la première personne et ce que dit la seconde, la troisième, etc. Si c'est un débat où vous vous affrontez, si vous avez décidé de jouer le rôle, enfin voilà, de vous mettre dans la position d'un débat où on s'affronte et comme un peu une joute oratoire, alors il faut vous répondre. Donc il faut organiser des réponses.
Et c'est un débat qui sera davantage un débat de confrontation, voilà, d'affrontement d'idées. Très important, introduire et conclure. Alors, comment est-ce qu'on introduit un débat? L'introduction, c'est très important parce que c'est ce qui va faire entrer votre public, votre auditoire dans ce que vous allez dire. Vous allez aller... Alors, nous, on a une expression chez les journalistes, parce que vous savez, quand on fait de la télévision, quand par exemple vous regardez la télévision, le journal de 20 heures, vous avez plusieurs reportages, et les gens, pendant qu'ils regardent le journal, ils font autre chose, hein, souvent. Hein, ils ne regardent pas religieusement le journal. Ils sont en train de manger, de faire un truc en même temps. Bon. Mais vous, avec votre reportage, vous devez aller chercher votre téléspectateur. Nous, on dit qu'il faut aller le prendre par la main, l'amener avec vous pour lui raconter une histoire. C'est aussi ce que vous devez faire. Et la première phrase de votre reportage est fondamentale. Dans notre jargon, on appelle ça l'accroche, parce que vous devez accrocher votre téléspectateur par une image, par une phrase forte, par une réflexion, pourquoi pas par une question, mais en tout cas, votre première phrase doit sortir votre téléspectateur, votre public, votre auditoire, de ce qu'il était en train de faire. Il faut qu'il soit accroché par votre première phrase. Vous vous souvenez, Béatrice Toulon disait « Notre pire ennemi, le pire ennemi de notre cerveau, c'est l'ennui. » Donc, il faut sortir votre auditoire de sa torpeur. N'oubliez pas que vous venez parler après d'autres qui peut-être les ont ennuyés. Je ne souhaite pas d'ennuyer votre auditoire, mais ça peut arriver. Donc, il faut réveiller votre auditoire. Soyez inventif. Quant à la fin, il faut conclure, c'est-à-dire avoir une phrase dont votre auditoire se souviendra. Cette phrase-là, c'est une conclusion. Elle va en quelque sorte résumer ce que vous avez dit avant. Pas seulement résumer, mais résumer et aller un peu plus loin. C'est-à-dire donner un petit peu comme l'idée à retenir de tout ce que vous avez dit pendant 20 minutes. Je crois que c'est 20 minutes votre prestation. Alors, en termes d'exemple, moi j'aime beaucoup les fables de La Fontaine, parce que les fables de La Fontaine ont toujours des conclusions, des chutes, on dit, dans notre métier de journaliste, une morale, disait La Fontaine, la morale de l'histoire, très efficace. Je suis sûre que si je vous dis « vous chantiez, j'en suis fort aise », eh bien, dansez maintenant. Je regarde dans le chat si certains d'entre vous ont retenu cette phrase, si vous connaissez, si vous vous souvenez de quelle fable vient cette phrase. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Ça, c'est la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, quand l'hiver est arrivé, eh ben, elle s'est trouvée fort dépourvue. Voilà. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Ça veut dire débrouillez-vous. Il fallait préparer l'hiver. Voilà. C'est un petit peu la morale de l'histoire. Autre morale d'une fable de La Fontaine, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on n'y prendrait plus. Le corbeau et le renard, je suis sûre que vous avez retenu. Vous avez peut-être remarqué aussi, pendant que je lisais ces deux extraits de fables, j'ai fait, peut-être vos enseignants vous l'ont dit, vos profs de français, la ponctuation est importante. C'est la ponctuation qui va donner du rythme, provoquer des pauses dans ce que vous allez dire. Faites attention à votre ponctuation, retenez aussi cette petite astuce, qui n'est même pas une astuce, qui est juste fondamentale. Quand vous écrivez, utilisez de la ponctuation, et quand vous parlez, faites-le en fonction de la ponctuation. Mettez les pauses là où il y a des pauses à mettre, là où il y a un point, baissez la voix. Là où il y a une virgule, faites une pause. Troisième chose importante aussi,
débat, c'est l'importance de savoir gérer son temps. Il faut répéter un petit peu au préalable. Hein. Vous aurez du temps pour vous préparer, je crois, donc répétez un petit peu pour gérer votre temps. Faites des phrases courtes. Les phrases longues sont l'ennemi du discours. Faites des phrases courtes, d'autres un petit peu plus longues et d'autres un petit peu moins. Pourquoi je vous demande de panacher la longueur des phrases? Parce que c'est ça qui va donner du rythme à ce que vous dites. Quand vous préparez votre texte, mettez-vous des notes pour les choses les plus importantes. Pas trop de chiffres, pas trop de citations, quelques-unes, c'est très bien. Trop, c'est, on dira que vous utilisez l'argument d'autorité. Qu'est-ce que c'est l'argument d'autorité? C'est par exemple, vous savez, quand les enfants disent, quand ils sont à la maternelle ou à l'école primaire, « Maman, c'est vrai, c'est la maîtresse qui l'a dit ». Ça, c'est un argument d'autorité. C'est la même chose quand vous employez une citation. C'est vrai parce que c'est De Gaulle qui l'a dit. Il ne faut jamais employer une citation comme un argument d'autorité. Il faut l'utiliser pour appuyer votre propre démonstration. Voilà. Quant à la lecture, est-ce qu'il faut lire son texte ou ne pas lire son texte? Eh bien, il faut lire le moins possible. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous êtes concentré sur votre texte, que vous avez écrit religieusement, très sérieusement, vous allez le lire. Et quand on lit, on ne parle plus à quelqu'un. Si vous ne parlez plus à quelqu'un, la personne ne vous écoute plus. Et à plus forte raison, elle ne retiendra pas ce que vous avez dit et ne se sentira pas touchée par ce que vous avez dit. Donc, votre prestation sera ratée. Donc, lisez le moins possible. Le papier doit juste être un pense-bête. Mettez des mots-clés qui vont vous aider à dérouler vos idées. Quand vous répétez, surtout faites-le à voix haute. Et surtout, le conseil que je donne et que j'emploie moi-même dans ma vie de journaliste, c'est de parler avant d'écrire. D'abord, vous parlez, vous dites ce que vous avez envie de dire, et ensuite, quand vous avez bien formulé la phrase dans votre bouche, là, vous l'écrivez. Pourquoi est-ce qu'il faut inverser? Pourquoi est-ce qu'il faut faire comme ça? Parce que je suis sûre que d'habitude, vous écrivez d'abord et puis ensuite vous parlez. Non, il faut exactement faire l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir un style oral. Depuis le début de notre rencontre, je suis en train de lire, évidemment. Mais peut-être que vous ne l'entendez pas, ou très peu. J'ai quelques notes, mais ce que j'ai fait hier soir, quand je me suis préparée à cette rencontre, j'ai parlé. Je me suis dit, voilà ce que je vais leur dire. Et donc, j'ai parlé à haute voix chez moi, dans mon salon, je parlais. Et ce que j'ai dit, je l'ai couché sur du papier. Et je vous conseille de faire la même chose, parce que vous allez prendre la parole en public. Je voudrais qu'on regarde aussi rapidement un court extrait d'un débat télévisé. C'était le débat de la dernière élection présidentielle. Si vous avez suivi, vous allez reconnaître… Monsieur Macron et le… Voilà. La vidéo est partie un petit peu plus tôt. On est sûr qu'elle fonctionne. Je vous laisse regarder. Emmanuel, je vous laisse mettre la vidéo. De la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, hein, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Madame Le Pen, une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Bon. Mais n'importe quoi. Monsieur le fonds Macron, souverain. Le fonds ne souverain jouez que vous pas avec proposez, moi. Ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement. Je vois c'est que triste. vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges
et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Quant à General Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Vous savez, lorsqu'on vous a dit, Monsieur Macron, mais vous acceptez le soutien de l'UOIF, vous avez dit oui, ça ne me pose pas de problème. Donc tous les gens qu'ils ont reçus dans leur congrès et qui tiennent des propos qui sont des véritables appels au meurtre, eh bien, n'ont pas l'air de vous déranger. Eh bien, ça, je pense que c'est très révélateur et extrêmement problématique. La sécurité et le terrorisme est une problématique absolument majeure, totalement absente de votre projet. Moi, je pars du principe, et c'est encore une fois ce que disent les TPE-PME que je rencontre, monsieur. Vous savez beaucoup plus que vous, car encore une fois, autour de ma table à moi, il y a des TPE-PME, autour de votre table, il y a souvent des pour aller faire des selfies, comme avec les salariés de Whirlpool. Oh, ne soyez pas méprisant une fois de plus avec les salariés. Mais moi, je suis pas méprisant. J'ai passé du temps avec eux. Vous ne les respectez pas. Vous êtes passé un quart d'heure sur le parking. J'ai passé ma campagne. Vous n'êtes même pas rentré de l'autre côté des barrières de l'entreprise. Là où vous n'avez êtes pas protégé débattu. des journalistes, c'est ça? Mais moi, je suis rentré pour aller. Sans les journalistes. Des journalistes. Je suis allé au contact. Avec vos caméras personnelles. Je suis allé au contact, moi, des salariés. Parce que c'est ça, respecter les gens. Et pendant que vous faisiez, vous, votre les gens. Et pendant que vous faisiez, vous, votre numéro avec les caméras. Moi, j'étais avec les représentants des salariés, parce que je les respecte. Et vous savez quoi? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Vous ont le soir même, Macron. Le MEDEF, comme M. Fillon, n'était pas du tout sur cette D'ailleurs, réforme. Mme Parizeau va peut-être être votre Premier ministre, en fait. Vous avez dit que ce serait peut-être une femme. J'ai une annonce à vous faire? Non. Bon, vous savez quoi? Voilà. Elle se dira, alors peut-être. Non, attendez. Non plus. Mais allez-y, faites tous vos fantasmes, peut-être. J'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Est-ce que tout le monde a pu voir la vidéo? Certains ont quelques soucis techniques. Là, il y a beaucoup de gens qui apparemment ne l'ont pas vu. Oui, il y en a qui l'ont vu et pas d'autres pas. Pour ceux qui, on est désolé de ces ennuis, pour ceux qui ont des problèmes de son ou de vidéo, essayez de sortir de la salle et de revenir. Voilà, sinon vous pouvez continuer. Bon, j'espère que oui, il y a quand même une grande majorité qui ont vu la vidéo. De toute façon, je pense que Emmanuel, vous pourrez peut-être toutes les vidéos que j'ai montrées, j'espère qu'on pourra vous faire passer les liens et les références, notamment la page YouTube de Béatrice Toulon qui s'appelle Aristote et moi, que vous pouvez trouver sur YouTube. Hein. Il y a plein de petites vidéos qui sont très intéressantes. J'ai vu par exemple quelqu'un qui demandait dans le chat comment est-ce qu'on fait quand on est timide. Ben, il y a aussi des réponses à ce type de questions. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Je voudrais qu'on parle maintenant, puisqu'il nous reste un petit peu moins d'une demi-heure, de ce débat télévisé. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire beaucoup de mise en situation, mais c'est important pour moi d'entendre vos questions et puis surtout de vous donner les principales astuces. Vous avez vu au début, alors vous connaissez l'issue de ce débat télévisé, c'est évidemment Emmanuel Macron qui a été élu. Marine Le Pen, qui est la représentante de l'extrême droite en France, n'a pas été élue, mais surtout, ce qu'il faut retenir de ce débat, c'est que le débat a été pour elle absolument désastreux. C'était la première fois qu'elle se trouvait dans un débat du second tour d'une élection présidentielle. Et ça a été une catastrophe, on en a parlé pendant des mois et des mois, ça a été très compliqué, très difficile pour elle parce qu'elle a complètement raté son débat. Et il faut regarder ces extraits, il faut revoir ces extraits pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a été très bon dans ce débat. Et indépendamment des idées politiques qu'ils défendent les uns les autres, c'est pas notre propos aujourd'hui, mais simplement sur l'art oratoire, sur comment est-ce qu'on s'exprime quand on prend la parole en public, comment est-ce qu'il faut débattre. Vous avez vu la première phrase de Marine Le Pen, vous regarderez à nouveau, peut-être Emmanuel, si vous pouvez mettre dans le chat
le lien de la vidéo pour que certains puissent récupérer ça et regarder ça ensuite, plus au calme. La première phrase de Marine Le Pen est une énumération. Il y a eu ça, 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 il y a eu ça. C'est très long. Et au bout d'un moment, ça devient soporifique. La réponse d'Emmanuel Macron ensuite, ce sont des phrases courtes. Il exprime ses idées dans des phrases assez courtes. Parfois, il en fait un petit peu plus long, mais ces phrases sont toujours très structurées. Il y a un début de phrase, un milieu, une fin. C'est absolument construit. Si je pouvais repasser la vidéo, je vous montrerais, je vous dirais, regardez là, à tel endroit. Mais vous verrez quand vous la regarderez, c'est un assemblage de phrases courtes, ce qu'on appelle aussi en politique ou en journalisme des petites phrases. Alors parfois, c'est des petites phrases un petit peu, qui sont sans grand intérêt. C'est juste pour faire des petites piques. Mais important d'avoir des phrases courtes pour exprimer une idée claire et simple. Autre chose qu'Emmanuel Macron fait très bien dans ce débat, c'est regarder son interlocuteur dans les yeux. Quand vous voulez convaincre quelqu'un, vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites ce que vous avez à dire. Alors vous allez me dire, oui, mais là, dans les Olympiades, ce sera un avatar, c'est difficile de regarder les gens dans les yeux. C'est vrai. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous imaginez que vous êtes en train de parler à quelqu'un. Et vous aurez sans doute une image, comme moi, par exemple, là, vous avez mon image, vous voyez, ou en tout cas, dans votre esprit, imaginez-vous en train de raconter votre histoire ou d'essayer de convaincre quelqu'un que vous connaissez, de parler à quelqu'un. Il faut que ce soit incarné, tout ça, parce que sinon, ça va être abstrait et vous serez aussi abstraite. Vous serez aussi abstrait, pardon. Il y a des filles et des garçons. Vous serez abstrait également pendant que vous parlerez. Donc, imaginez-vous toujours que vous êtes en train de parler à une personne réelle. Quand vous voulez convaincre, je vous l'ai dit, phrase brève, directe, précise. Alors, il y a une phrase que j'ai notée pendant qu'Emmanuel Macron parlait. À un moment, il a dit « J'ai une nouvelle pour vous. Depuis 2015, nous avons rétabli les contrôles aux frontières. Donc, ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin. » Écoutez bien la structure de cette phrase. « J'ai une nouvelle pour vous, point. Depuis 2015, nous avons rétabli les contrôles aux frontières, point. Donc, ce que vous proposez, virgule, c'est de la poudre de perlimpinpin. » Cette phrase, elle est structurée en 3 temps. Et en 3 temps, Emmanuel Macron a tué l'argument de Marine Le Pen. Il a tué son argument en 3 temps. C'est court, c'est efficace, il y a un début, il y a une fin. Cette phrase est une démonstration. Donc, prenez le temps de construire aussi des phrases comme ça. Et ça, si votre idée est claire, si vous savez clairement ce que vous voulez démontrer, eh ben, normalement, vous n'aurez pas trop de difficultés à l'exprimer de cette façon-là, de façon aussi claire et percutante. Voilà. Est-ce qu'on a déjà quelques petites questions bien concrètes? Alors, je vais peut-être répondre à une première question de quelqu'un sur le chat qui demandait, quand on est timide, je suis en train d'essayer de retrouver la question, quand on est timide, en somme, comment on fait? Alors, première chose, quand on est timide, c'est pas, même les timides, même les grands timides, certains grands timides ont réussi à devenir de très grands orateurs. Certains timides qui étaient même doublés de bègues. Je ne sais pas si vous connaissez François Bayrou, qui est un homme politique centriste en France, qui a été un bègue pendant très longtemps. Bon. Un ancien roi d'Angleterre aussi, Le Discours du roi, peut-être vous avez vu ce film, il était bègue. Et souvent, quand on est bègue, donc c'est un véritable handicap, mais même là, on peut y parvenir. Donc, un timide, souvent, il est timide pourquoi? Parce qu'il a le sentiment de ne pas savoir parler,
il a le sentiment de ne pas être capable de s'exprimer, il a parfois le sentiment, il n'a pas confiance en lui en réalité. Et parfois, il a aussi le sentiment que finalement, ce qu'il a à dire n'est pas forcément très intéressant. Beaucoup de timides, comme ça, ne parlent jamais parce qu'ils se disent « bon, mais qu'est-ce que je vais dire? C'est pas très intéressant ce que j'ai à dire. » En fait, c'est pas vrai. Il faut déjà, si vous voulez, cette question de la timidité, c'est d'abord dans votre tête qu'il faut essayer de briser ça. Alors, c'est votre nature. Vous avez peut-être été timide pendant des années et des années et des années. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le jour où vous serez devant le jury, dites-vous que vous êtes là, vous avez été choisi ou sélectionné parce que vous avez des choses à dire, des choses pertinentes et que vous êtes capable de les dire. Répétez-vous ça quelques jours avant la prestation. Répétez-vous ça. Et puis, appuyez-vous sur ce que vous avez construit. Vous êtes peut-être timide, mais je suis sûre que votre machinerie intellectuelle fonctionne très bien. Donc, appuyez-vous sur vos arguments, votre démonstration. Mettez de la force dans votre démonstration. Et puis, peut-être une autre astuce que je vais emprunter à Béatrice Toulon. Désamorcer vos défauts. Si vous êtes timide, n'hésitez pas à dire, bon, moi je suis un petit peu timide, alors je vais essayer de faire fi de ma timidité, d'aller au-devant de vous, enfin, trouver une petite phrase qui va faire sourire votre auditoire, et puis surtout quand vous montrez un petit peu ou vous rigolez vous-même d'une fragilité et que vous la montrez, eh ben, elle vous est pardonnée finalement. Elle vous est pardonnée. Ça, c'est une astuce que j'utilise beaucoup, non pas pour la timidité, puisque je ne suis pas très timide, mais que j'utilise par exemple quand je suis de mauvaise humeur. En tant que journaliste, alors je suis présentatrice, je suis seule sur le plateau de télévision, sur le plateau, mais je travaille avec toute une équipe, des rédacteurs en chef, des chefs d'édition, les techniciens qui sont en régie, et donc on travaille ensemble. Bon. Quand je descends en régie et que par exemple la journée a été très compliquée et que je suis un peu de mauvaise humeur, bah, j'arrive en leur disant, bon, je suis désolée, mais aujourd'hui je suis un peu de mauvaise humeur, donc si jamais je réagis mal, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour vous. Et ben je vous assure que ça désamorce tout. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de personnel, qu'ils ne sont pas concernés. Et d'ailleurs, le simple fait de l'avoir dit, eh ben, ça permet de me remettre de meilleure humeur. Parce que je le dis, on rigole un peu là-dessus, et ça casse la mauvaise humeur. Et en tout cas, eux, ils le savent. Donc voilà, sur ce que vous estimez être des défauts, ou qui n'en sont pas d'ailleurs, hein, ou plutôt des failles, ou plutôt des désavantages, n'hésitez pas à les utiliser, à les retourner, pour pouvoir en faire des alliés. Voilà. Peut-être vous avez d'autres questions. Je pense qu'on va passer peut-être à la séance de questions-réponses. Je vais regarder la salle. Je voudrais voir combien vous êtes. Voilà, vous êtes à peu près une trentaine, quarantaine de personnes. Alors, question de Farhan. Comment donner vie à un avatar et faire passer à travers lui nos émotions, nos mimiques et notre détermination? Vous n'allez évidemment pas faire passer tout ça, Farhan, par votre visage, mais vous allez le faire passer par votre voix. Vous l'avez vu dans la vidéo des deux comédiens qui doublaient les Simpsons, les mimiques, les grimaces. Quand ils doublent les Simpsons, eux-mêmes font des mimiques, des grimaces. Et on l'entend, vous l'entendez dans la voix des Simpsons. Vous entendez tout ça. Donc c'est comme ça que vous donnez vie à un avatar, en vous servant encore plus de votre voix, parce que c'est tout ce que votre auditoire verra de vous, c'est tout ce qu'il entendra. Donc tout doit passer à travers votre voix. Souriez, ayez une voix souriante, ayez une voix déterminée, ayez une voix combative, ayez une posture combative, parce que c'est ça qui passera aussi dans votre voix. Donc, quand vous serez derrière votre écran, ne vous dites pas que c'est un peu bizarre de bouger, de parler avec les mains, d'avoir des tons différents. Au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Donc, utilisez votre voix pour convaincre et pour persuader.
Comment reprendre le discours si on ressent qu'on perd le fil conducteur ou bien si on perd l'idée? Comment sortir d'une telle situation sans le laisser être perçu par le public? Alors d'abord, première chose, ça peut tout à fait être perçu par le public, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, à condition que vous vous repreniez. Je ne sais pas si vous connaissez Beyoncé. Forcément, vous la connaissez, je pense. Si vous avez déjà vu de ses concerts, certains de ses concerts, je ne sais pas. Beyoncé, quand elle est sur scène, elle porte toujours des tenues improbables, des talons très hauts, sauf qu'elle a des chorégraphies aussi qui sont incroyables. Hein. Donc, essayer de faire la même chorégraphie que Beyoncé avec des talons, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'il se passe souvent? Souvent, elle tombe, Beyoncé. Figurez-vous qu'elle tombe sur scène. Il y a plein de moments, vous pouvez chercher sur YouTube, vous allez la voir, elle tombe. C'est pas grave. Quand elle tombe, elle se reprend et elle joue avec le fait qu'elle soit tombée. Parce que quand elle tombe, elle fait un geste de la main, elle fait... c'est un petit peu comme si ça faisait partie de la chorégraphie. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que si vous perdez le fil de votre discours, d'abord, vous pouvez tout à fait le dire. Ouh là là, je perds le fil de mon discours. Ça va toucher votre public parce que vous êtes vrai. On ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande d'être vrai. Donc, même si vous perdez le fil à un moment donné, c'est pas grave. Si vous dites, ouh là là, voilà, là, j'ai un peu, vous trouverez la formule pour le dire, mais je pense que là, je sais plus tout à fait où j'en suis. Attendez, je me reprends, je regarde mes feuilles. Moi, ça m'est déjà arrivé de le dire sur un plateau de télévision. Croyez-moi, ça fait sourire les téléspectateurs. Ça n'arrive pas si souvent, parce que vous avez des notes. Donc, normalement, vous ne perdez pas votre fil conducteur, mais c'est pas très grave. Et puis, surtout, pour que ça n'arrive pas, puisque je devine que c'est aussi un petit peu le sens de votre question, ce que je fais, moi, quand j'ai des directs, par exemple, à faire, donc quand je suis en direct devant la caméra et que j'ai 2 minutes à intervenir en direct dans le journal, j'ai évidemment des fiches. Sur mes fiches, j'ai pris quelques notes et je prends toujours un fluo avec moi pour mettre en relief les différents points de mon discours, les différentes étapes. Parce que si jamais je perds le fil de mon discours, ça me permet de voir le fluo, le jaune fluo, le rose fluo, ça me permet de retomber sur mes pattes. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire en amont et dans votre préparation. Et puis, si vous êtes déjà en train de parler et que vous perdez le fil de votre discours, surtout dites-vous bien que ce n'est pas grave. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez vos fiches, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, vous allez retrouver le fil conducteur en regardant vos notes, en regardant les parties que vous avez passées au fluo et surtout en désamorçant ça par une petite phrase en disant à votre juré « toutes mes excuses, je crois que là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'ailleurs? Oui, je voulais vous dire, le qu'est-ce que je voulais vous dire, ça marche très bien aussi. Ou bien, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, et là, ça vous permet de retomber sur vos pattes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que vous avez, quand je vous dis ça, là, je pense que vous avez constaté que ce sont des petites béquilles que j'ai utilisées à plusieurs reprises pendant que j'étais en train de vous parler, parce que j'étais en train de regarder sur mon texte et de me dire, bon, où est-ce que j'en suis maintenant? Qu'est-ce que je dois leur dire? Ça marche pas trop mal. Est-ce que c'est important de montrer un bel esprit d'équipe et comment faire? Oui, montrer un bel esprit d'équipe, c'est très important. D'abord, entre vous, regardez-vous. Si vous êtes en présentiel, ce que vous ne serez pas, vous vous regardez les uns les autres dans les yeux. Là, vous serez derrière un écran et peut-être que vous ne serez pas tous ensemble, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer parce que certains seront dans le même lieu. Donc, regardez-vous si vous êtes dans le même lieu. Si vous n'êtes pas dans le même lieu, écoutez-vous. Écoutez-vous pour savoir où est-ce que vous en êtes parce que vous entendrez quand la personne aura terminé ce qu'elle aura à dire. Vous pourrez entendre également si elle est en difficulté. Parce que si elle est en difficulté, il est possible pour vous de reprendre la main ou de l'aider en disant un petit mot, ce qui lui permettra aussi, par exemple, de retomber sur ses pattes.
Donc, c'est ça l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est ça. L'esprit d'équipe, c'est aussi avoir travaillé ensemble et donc faire en sorte que ce qu'on a à dire soit une suite. C'est-à-dire que si, par exemple, on est 3, moi, je vais commencer à parler. Et puis, c'est un petit peu comme un passage de relais. Voilà. Moi, j'aime bien fonctionner avec des images. L'esprit d'équipe, quand on passe des Olympiades comme ça, c'est un petit peu comme les athlètes qui font une course de relais. Ils se tendent le bâton. Vous avez vu leur attitude. Le premier court, et puis 100 mètres plus loin ou 200 mètres plus loin, je ne sais pas à combien de distance ils sont les uns des autres, 200 mètres plus loin, vous avez l'autre athlète qui regarde son coéquipier, qui l'attend, qui regarde exactement où il en est, et le moment du passage de relais est très important. C'est ce moment-là que vous devez travailler. D'ailleurs, c'est ce moment que les athlètes travaillent beaucoup. Parce que si vous perdez le bâton, vous allez perdre du temps, ça va vous déstabiliser, vous allez peut-être avoir du mal à le récupérer, donc à retomber sur vos pattes, hein, comme on dit. Donc, ce moment-là, quand vous allez préparer votre prestation, les transitions, c'est ce qu'on appelle les transitions hein, dans un discours. Faites bien des bonnes transitions, parce que c'est là où on va voir que vous avez travaillé ensemble. C'est là où va se manifester aussi l'esprit d'équipe. Je poursuis les questions. Comment donner un discours cohérent et comment éviter de sauter du coq à l'âne? Alors là, on est dans le logos. On est dans le logos Nihal. C'est une question de Nihal Mernaoui. C'est précisément comment organiser son discours, comment faire une démonstration pour éviter de passer du coq à l'âne. Alors, je vais reprendre peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ça, faites des phrases simples, claires, qui s'imbriquent les unes aux autres. La première phrase doit... J'aurais voulu vous donner un exemple concret, je n'en ai pas préparé exactement, mais peut-être on peut reprendre la phrase d'Emmanuel Macron. « J'ai une nouvelle pour vous, point. Depuis 2015, nous avons rétabli les contrôles aux frontières, point. Donc, ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin. » C'est pour lui dire, en fait, vous racontez n'importe quoi. Ce que vous proposez, ce n'est pas une proposition, ça existe déjà. Pourquoi est-ce que je vous donne cette phrase en exemple? Parce que cette phrase, elle est structurée. En fait, ce qui va vous empêcher de passer du coq à l'âne, c'est de structurer vos phrases, de structurer votre pensée avant de structurer votre phrase. Donc d'abord, vous posez une situation. J'ai une nouvelle pour vous. Il n'a pas détaillé, hein, Emmanuel Macron, parce qu'il a dit ça de façon très résumée, mais quand vous dites « j'ai une nouvelle pour vous », c'est une situation que vous posez, que vous annoncez en tout cas. Deuxième phrase, « Depuis 2015, nous avons rétabli les contrôles aux frontières. » Ça, c'est le quoi. Vous dites de quoi il s'agit. Donc, première phrase, vous annoncez ce que vous allez dire. J'ai une nouvelle pour vous. Deuxième phrase, nous avons rétabli le contrôle aux frontières. C'est le quoi. Troisième phrase, donc ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout à l'heure, quand je faisais mon exposé, je vous parlais de la structure. Le what, le so what et le what next. Le what, c'est la situation que vous posez. Le so what, c'est qu'est-ce que je vais vous dire, qu'est-ce que ça induit. Ça induit, voilà, nous avons rétabli les contrôles aux frontières. Et le what next, qu'est-ce que ça change? Ça change que ce que je vais vous dire, qu'est-ce que ça change, enfin, qu'est-ce qu'on peut en conclure, plutôt que qu'est-ce que ça change d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, on peut en conclure que ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc, structurez vos phrases de cette façon. What, so what next? De quoi on parle? Quel est le propos? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous développez votre propos. Et qu'est-ce que ça change? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Normalement, si vous suivez ce canevas, théoriquement, vous ne sauterez pas du coq à l'âne.
Et les exemples que vous allez mettre, pardonnez-moi, les exemples que vous allez mettre, que vous allez donner, doivent s'insérer dans cette structure-là. Vous prenez des exemples, alors aidez-vous aussi de vos coéquipiers, choisissez des exemples qui s'insèrent dans cette structure. Voilà. Le what, so what next. N'oubliez pas ça. D'autres questions peut-être? Peut-être une dernière question, Dominique. Ou si vous voulez essayer de faire monter quelqu'un sur scène, on peut toujours essayer. On peut toujours essayer. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir nous dire ce qu'il a retenu de ça? Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide, c'est le moment de vous lancer. Après, ce sera pour de vrai. Voilà, donc vous pouvez vous manifester dans le chat et on peut vous faire monter sur scène. Voilà, Emmanuel vous fera monter sur scène. Eh bien alors, est-ce que c'est un problème technique ou est-ce qu'il n'y a que des timides dans la salle? Malek, eh bien oui. Allez, Malek, Emmanuel va vous faire monter sur scène. Bravo Malek. Malek, vous allez recevoir un petit message normalement. Ah, je vois Malek se lever. Très bien. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, je vous entends très bien. Parfait. Alors, j'ai retenu beaucoup de choses de cette leçon. En fait, j'ai compris l'utilité de la voix, que la voix peut être traîtresse des fois et qu'elle peut être aussi une arme à double tranchant. On peut l'utiliser dans notre intérêt. Aussi, j'ai appris que les gestes, quand on parle, c'est très très bien en ce qui concerne la communication avec l'autre, parce qu'on lui transmet nos sentiments, on lui transmet tout ce qui nous passe par la tête. C'est absolument ça, Malek. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, est-ce que vous pouvez me dire encore quelques mots, Malek? Je voudrais… Oui, bien sûr. Oui, je voudrais aussi vous remercier parce que vous nous avez montré comment réaliser notre discours, parce que je suis du genre à beaucoup écrire pour exprimer une simple chose. Alors, vous nous avez aidé à comprendre comment est-ce qu'on doit rédiger notre discours pour que ça soit clair et compréhensible et en même temps attractif. Absolument. Alors, je vous ai demandé de poursuivre un petit peu, Malek, parce que j'écoutais votre voix avec attention. Vous n'avez pas préparé ce que vous êtes en train de me dire à l'instant, mais votre voix est affirmée, vous êtes consciente et sûre de ce que vous êtes en train de me dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sincérité. Ce que vous me dites, vous ne l'avez pas préparé, mais il y a une sincérité dans ce que vous dites. Cette sincérité-là, il faudra la faire passer aussi le jour de votre prestation. En réalité, vous n'avez pas besoin de vous appuyer trop sur des choses écrites, parce qu'en général, on se cache derrière les mots. Vous voyez, on se cache derrière nos écrits. Béatrice Toulon disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure quand elle parlait de l'éthos, du logos et du pathos. Elle disait, dans notre société aujourd'hui, l'éthos est sans doute ce qui manque le plus dans les discours, parce que les gens n'osent pas mettre de qui ils sont. Si vous arrivez à mettre de qui vous êtes dans votre prestation, dans votre discours, croyez-moi, vous ferez la différence. Donc, on doit entendre votre sincérité à chacun.
qui ne sera pas celle de votre voisin, de votre coéquipier, tout simplement parce que votre sincérité, elle s'appuie sur ce qui vous fait réagir, elle s'appuie sur vos propres émotions, qui ne sont pas les mêmes que celles de votre coéquipier. Il y a des choses auxquelles vous êtes plus sensible que d'autres. Donc, servez-vous de votre sensibilité pour toucher votre public. Est-ce que quelqu'un d'autre, peut-être, s'il nous reste encore un petit peu de temps, merci beaucoup Malek, merci beaucoup d'être venu sur scène et d'avoir partagé ce que vous avez retenu de cette heure et demie avec nous et avec tout le public. Est-ce qu'on a le temps encore, Emmanuel, de prendre quelqu'un d'autre dans le public? Oui, on peut prendre encore quelqu'un. Enfin, si vous avez le temps vous-même, Dominique, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai encore 10 petites minutes devant moi. D'accord. Si on a un autre candidat ou une autre candidate, peut-être un candidat. Peut-être aussi ce que j'aimerais savoir. Ah, je vous écoute. Oui, je voulais dire, donc même si vous êtes timide, sachez que là, vous êtes avec vos avatars, on ne va pas vous voir rougir. Exactement. Exactement. Donc, déjà, vous avez... il y a... Vous savez, par exemple... Alors, je vais vous raconter. En télévision, chez nous, les journalistes, il y a des journalistes qui sont brillants, qui sont de brillants journalistes, de brillants reporters, et puis qui perdent tous leurs moyens quand ils doivent passer devant la caméra. Tous les journalistes ne font pas de l'antenne parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et en général, ceux qui ne supportent pas ça, c'est rarement un problème de timidité, parce que quand même pour aller au contact des gens, le métier de journaliste, c'est un métier où vous rencontrez des gens tous les jours. Pour aller à la rencontre des gens, il ne faut pas être trop timide, il faut vaincre sa timidité. Mais la plupart ne supportent pas de passer à l'antenne parce qu'ils ne supportent pas de se voir à l'antenne, parce qu'ils ont peut-être peur de leurs expressions. Vous voyez, c'est une question de confiance en soi, en réalité. Vous, si c'est le cas de certains, au moins dans ces Olympiades, vous ne serez pas directement vu par le jury. Vous êtes un petit peu caché. En revanche, vous serez entendu. Donc, misez tout sur la voix. Misez tout sur la voix. Et surtout, pour vous rassurer, dites-vous déjà que voilà, il n'y a que la voix. Il n'y a que la voix qui sera entendue. Misez tout sur la voix. Simona Gibalova, je crois, veut monter sur scène. Oui, alors Simona, je vous ai envoyé une invitation pour monter sur scène. Là, voilà. Ah, super. Bienvenue, Simona. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'entendre ou non? Oui. Je vous entends très bien. On vous entend très bien, Simona. Alors? Je ne suis pas sûre. Allez, on vous entend. Parce que je ne peux pas attendre. Ah oui. Ah bien. Bonjour. Je m'appelle Simona et je viens de Slovaquie et j'ai 18 ans. Et pour moi, c'est assez dur de parler en français parce que c'est ma troisième langue et je ne suis pas très sûre. Mais aujourd'hui, c'était très enrichissant pour moi et j'ai appris beaucoup de choses pour améliorer mon discours et ma parole. Et je voudrais vous remercier pour cette expérience. Merci. Merci beaucoup, Simona, pour ce partage. Alors, c'était très intéressant de vous écouter parler parce qu'en effet, vous êtes en train de nous dire « Je ne me sens pas très à l'aise pour parler en français parce que c'est ma troisième langue. » Et effectivement, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre voix? Vous faites sortir un tout petit filet de voix.
on vous entend à peine. C'est une toute petite voix, c'est-à-dire que vos cordes vocales ne sont pas tout à fait ouvertes. Vous avez vu que les cordes vocales, vous avez vu dans la vidéo, les cordes vocales s'ouvrent. Alors, ce que je vous suggère, quand vous ferez votre prestation, ce que je vous suggère, c'est que même si vous êtes derrière votre écran, redressez-vous, gardez la tête bien haute et regardez bien devant vous. Ça va permettre de façon mécanique de faire sortir plus de voix. Voilà. Que votre voix porte davantage, qu'elle soit mieux entendue. Parce que sinon, vous avez un tout petit filet de voix, vous voyez, un petit peu comme moi, quand je suis en train de parler. Si j'ai un petit peu peur, là, vous voyez, ma voix va être toute petite, toute fluette. Si elle est toute fluette, alors peut-être vous avez un petit filet de voix, on n'a pas tous les mêmes tons de voix, mais vous pouvez donner de la force à votre voix. Pour lui donner de la force, mécaniquement, redressez-vous, redressez votre tête, et vous verrez que votre voix sortira mieux. Ce que je peux vous conseiller également, c'est de respirer. Respirez avec le ventre. Mettez une main sur le ventre, Simona, et vous fermez la bouche. Vous inspirez et vous respirez sur le même rythme. Faites-le avant de prendre la parole. Faites des pauses pendant que vous parlez. Et surtout, faites cet exercice. Je vous conseillerais de vraiment faire des exercices de respiration. Ça va débloquer la voix, ça va débloquer le souffle d'air et surtout travailler sur la posture. Et appuyez-vous sur ce que vous aurez à dire. Vous avez un petit peu de temps pour préparer. Si vous êtes un petit peu moins à l'aise en français, faites des phrases courtes et simples. Vous n'avez pas besoin d'exprimer ou de dire des choses compliquées. Il faut que ce soit clairement compris quoi, de tous. Hein. Donc, ne soyez pas inquiète de ça parce qu'en réalité, peut-être ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est que pour se comprendre et pour faire passer des idées, en réalité, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un vocabulaire très étendu. Avoir un vocabulaire très étendu, etc., c'est très bien pour faire passer du style, pour faire passer des émotions, pour enrichir ce que vous allez dire. Mais pour être compris, et vous le voyez bien quand vous voyagez dans un pays étranger dont vous parlez un peu la langue, pour être compris, quelques mots suffisent. Donc dites-vous bien que si vous appuyez sur des mots simples, précis, concrets, sur des phrases courtes, vous serez comprise. Et ensuite, mettez de vous-même. Soyez authentique, soyez sincère et vous toucherez votre public. Donc, ne vous dites pas que parce que le français est votre troisième langue, que vous êtes forcément défavorisé. Vous pouvez tout à fait le faire. Alors, Martin Garbachev, vous voulez dire quelque chose? Ghislain Ruzibiza? Emmanuel, est-ce qu'on peut les faire monter sur scène? Oui, je fais monter Martin sur scène, Martine. Martine, vous avez dû recevoir une invitation, voilà. Bonjour, bonjour, bienvenue sur scène. Ah, de très loin, je vous entends de très loin. Et maintenant? C'est mieux peut-être? C'est un peu mieux. Un peu mieux, c'est un peu métallique, mais on vous entend. Allez-y. Et j'ai appris une chose fort importante qui m'a marqué, bien sûr, et que je ne savais pas auparavant. C'est que la chose la plus importante dans la rhétorique, l'art oratoire, c'est peut-être la sincérité. Si je peux résumer le discours que Madame a tenu. Et donc, c'est la sincérité, c'est le fait d'exprimer ses propres idées, sa propre nature et sa propre personnalité. Et selon moi, on doit être fier de nous, on doit être fier de notre monde intérieur au lieu d'avoir honte de nous-mêmes. Parce que je pense que cet effet d'avoir honte de sa propre personnalité nous amène à être timide, à douter, à faire des fautes, etc.
Mais je pense que le chemin vers le succès dans l'art oratoire, c'est bien sûr d'admettre qu'on peut faire des fautes, bien sûr, qu'on n'est pas parfait, mais quand même on peut s'améliorer et on peut faire passer nos idées et nos émotions. C'est exactement ça. Vous avez tout compris. Et d'ailleurs, c'est une réponse aussi à ce que disait Simona, à la question de Simona précédemment. C'est le doute. C'est peut-être voilà, c'est le doute et le manque de confiance qui fait que vous allez pas vouloir exprimer votre sincérité. Vous êtes tous différents. Chacun, vous avez une individualité. Appuyez-vous sur ce que vous êtes pour faire passer ce que vous avez à faire passer comme message. Le message à faire passer, c'est une chose, ça c'est le logos, mais vous-même, vous êtes le véhicule de ce message. Le véhicule de ce message, c'est l'éthos, c'est votre propre sincérité. Donc, appuyez-vous sur ce que vous êtes encore une fois. On va faire monter peut-être Ghislain sur scène, mais encore une fois, je vous incite à regarder les petites vidéos de Béatrice Toulon sur sa page YouTube Aristote et moi. Elle a plein de petits conseils là-dessus. Je suis sûre que ça vous servira. Ghislain, peut-être, si vous voulez essayer. Alors, Ghislain, vous avez été invité. Voilà. Vous pouvez parler. Voilà. Ok, maintenant vous m'entendez. Très bien, bonjour Ghislain. Bonjour. Merci. Je vais premièrement remercier Madame Dominique pour ses conseils. J'espère qu'ils seront utiles pour les gens timides comme moi. Je crois aussi que nous, les gens timides, qu'on peut parler, avec le temps, avec l'entraînement, on peut changer, on peut parler en public sans problème. Je te remercie spécialement pour les principes. Tu nous as donné 3 principes pour être persuasif, les logos, l'éthos et le pathos. Je crois que ce sont les bases même qu'on va utiliser dans notre compétition. Merci. Absolument, ce sont les bases. C'est exactement ça, Ghislain. Si vous arrivez à combiner les 3, vous marquerez votre public. Ok, merci. Merci Ghislain. Merci Ghislain. Allez, je peux encore, j'ai encore quelques minutes avant de devoir partir. Peut-être s'il y a une dernière personne qui veut monter sur scène et partager aussi ce qu'elle a retenu de cette séance. Une dernière personne encore qui souhaite monter sur scène? Ou peut-être le mot de la fin. Ah, on a Nourine. Alors, on fait monter Nourine et ensuite, ce sera le mot de la fin. Venez, Nourine. Emmanuel va, je crois, vous envoyer une invitation et vous pourrez monter sur scène. Nourine, vous avez été invitée. Il faut accepter l'invitation. Bon. Nourine, si vous nous entendez, il faut accepter l'invitation. Nourine, je crois qu'il faut accepter l'invitation. Bon, il va y avoir un problème. Je ne sais pas s'il nous entend, je lui mets dans le chat. Je ne le vois plus, là. Il a dû avoir un problème de connexion. Désolé pour monsieur. On va essayer encore un petit, si on peut attendre un petit peu, on va essayer quand même de lui
permettre de monter sur scène puisqu'il l'a souhaité. Bien sûr. Alors peut-être en attendant, Nourine, ce que je peux vous dire, c'est s'il y a une chose dont il faut que vous vous souveniez, ça va être un moment important pour vous, mais surtout un moment unique, ces Olympiades. Donc prenez du plaisir. Ne le faites pas simplement comme un devoir. C'est pas un devoir, c'est une occasion qui vous est donnée. Il n'y en aura pas d'autres, il y en aura pas. Ça n'arrive pas souvent. Donc prenez du plaisir à transmettre ce que vous souhaitez nous transmettre. Vous aurez travaillé, vous aurez préparé ces 20 minutes de prestation. Vous avez des idées à nous faire passer, vous avez des choses à nous dire. Donc, dites-vous bien que si vous êtes sur scène devant un jury, c'est que vous avez quelque chose à dire. Hein, c'est que vous avez quelque chose à dire, et plus qu'à dire, vous avez quelque chose à exprimer. J'emploie ce terme à dessein. On ne vous demande pas seulement de dire, on vous demande d'exprimer quelque chose. Vous êtes légitime à le faire, c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes légitime parce que vous avez travaillé au préalable. Vous êtes légitime parce que vous êtes capable de parler. Personne ne naît en devenant un orateur formidable. On s'y prépare, on le travaille. C'est ce que vous allez faire et vous êtes tous capables de le faire. Donc faites-le, mais en prenant du plaisir. C'est comme quand on chante. Vous voyez, quand des chanteurs, des interprètes chantent, ils prennent du plaisir. Les plus grands chanteurs prennent du plaisir. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à nous faire passer tellement d'émotions. C'est pour ça qu'ils arrivent à nous faire pleurer, à nous faire rire, à nous émouvoir en quelque sorte. Faites la même chose avec votre jury. Soyez sincères, vivez ce que vous dites, interprétez, soyez les interprètes de ce que vous avez, de ce que vous aurez préparé. Alors, je crois qu'on a définitivement perdu Nourine. Mais Gohar veut bien essayer. Allez, Gohar, on vous envoie une invitation pour que vous puissiez monter sur scène. Est-ce qu'on peut envoyer une invitation à Gohar? Allez-y, Gohar. Donc, il a dû recevoir l'invitation. Voilà, voilà. Enfin, c'est une jeune femme. Bonjour, Gohar. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. Tout d'abord, je voulais vous remercier de partager avec nous les nuances de l'art de la parole. Aujourd'hui, ma capacité à m'exprimer a été doublée et enrichie d'une nouvelle méthode d'expression. Je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas avoir peur de parler, de s'exprimer et de ne jamais avoir peur des opinions des gens qui peuvent être même trop dures. Il faut avoir confiance en soi et sourire, bien sûr. J'espère que ces nouvelles compétences seront utilisées à l'Olympiade et merci encore de partager avec nous ces précieuses informations. Merci beaucoup, Gohar, pour ce point très précis, très concret. D'ailleurs, c'est un petit peu le mot de la fin. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Vous l'avez bien résumé. N'ayez pas peur de ce que vous êtes, de ce que vous avez à exprimer. N'ayez pas peur de l'opinion des gens. Si vous arrivez à vous affranchir de cela, vous ferez une bonne prestation. Si vous appliquez également tout ce qu'on a dit aujourd'hui pendant plus d'1 heure et demie, mais vraiment le fond de l'idée, c'est n'ayez pas peur de qui vous êtes, voilà. Exprimez qui vous êtes et vous serez toujours, on retiendra ce que vous allez vous dire. Parce que vous savez, les idées que vous allez exprimer, quelqu'un peut développer exactement les mêmes arguments, mais il ne le fera jamais de la même façon que vous. Et on retiendra davantage ce que vous avez fait passer comme sensation, comme émotion, comme raisonnement logique, que la simple information que vous avez voulu faire passer. Souvenez-vous de ça et prenez du plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci Malika. Merci Tiong.
Merci Emmanuel, j'espère que cette séance a été enrichissante pour vous et que vous vous servirez de tous ces conseils. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur la page de Béatrice Toulon qui a plein de petits conseils sur l'art oratoire. C'est toujours utile et puis j'espère que vous conserverez ces conseils aussi dans votre vie professionnelle. L'art oratoire, on l'utilise tous les jours dans la vie, y compris dans sa propre vie de famille. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Merci à vous tous. Merci Emmanuel. Merci. Peut-être Rémi, si tu veux dire un petit mot. Mais je voudrais remercier Dominique pour cet excellent atelier. Vous avez entendu les témoignages des jeunes. Je pense que vous leur avez apporté exactement ce dont ils avaient besoin, y compris l'assurance. Merci beaucoup. Merci à vous, j'en suis ravie. Merci Dominique, merci à toutes et à tous et une bonne journée. Bravo, on vous applaudit Dominique. Bonne chance, merci. Et surtout bonne chance pour les Olympiades. Je suis sûre que tout se passera très bien et surtout que ce sera une expérience intéressante pour vous, dont vous tirerez aussi des leçons et qui vous servira plus tard dans votre vie et dans votre parcours professionnel. Donc saisissez-la et prenez du plaisir. À bientôt.